Les souvenirs historiques ont aussi tendance à être manipulés avec le temps. Il y a un sondage très intéressant qui a été réalisé en France en 1945. À ce moment-là, on demandait aux gens qui, selon eux, étaient principalement responsables de la défaite de l'Allemagne nazie. Et là, juste à la fin de la guerre, une très large majorité de Français répondaient « Eh bien, c'est l'Union soviétique. Ils ont infligé, quoi? Environ 85% des pertes allemandes sur le front de l'Est. Donc évidemment, c'est l'Union soviétique. Et c'est un fait. Ils faisaient ce sondage tous les quelques décennies. Et en 2018, la dernière fois, je crois, qu'ils l'ont réalisé, seulement 15% des Français pensaient que c'était l'Union soviétique qui avait le plus contribué. 15%. Autrement dit, l'histoire n'a plus aucun impact sur la réalité. Et je crois qu'il n'y avait que 11% des Américains qui reconnaissaient que c'était les Soviétiques. On vit donc dans un monde complètement post-réalité. Pourtant, la mémoire historique est censée nourrir la réalité et l'histoire présente. Walter Lippmann a beaucoup écrit là-dessus, sur les bases même de notre vision du monde, sur les schémas mentaux qu'on utilise. Et quand on remet ça en question, les gens font tout pour l'ignorer, juste pour ne pas ébranler leur perception de la réalité. Juste une petite note, Glenn. Il existe une photo célèbre que j'aimerais bien avoir. Je ne l'ai pas, mais je l'ai déjà vue. C'est une photo d'une petite fenêtre dans un bureau de poste américain, et ça devait être, je ne sais pas, en 1943, quelque chose comme ça. On y voit une personne qui achète des timbres, qui donne de l'argent et reçoit les timbres. Et juste au-dessus du comptoir, là où l'employé des postes tend les timbres, il y a deux dessins stylisés, pas des photos, des croquis. L'un représente l'oncle Sam, vous savez, avec le haut de forme, les rayures, l'image qu'on connaît tous. L'oncle Sam bras dessous avec quelqu'un qu'on appelle l'oncle Joe. C'était Staline, il ressemblait à Staline, avec sa grosse moustache, l'oncle Joe. Et j'ai utilisé cette photo pour expliquer à mes étudiants qu'à l'époque, nous étions alliés avec l'Union soviétique pendant la guerre. Et là, mes étudiants me regardent. Ils me regardent comme pour vérifier si je suis en train de leur faire une blague. Alors ils hochent la tête, puis ils écoutent. Nous avons un sénateur très connu de l'Alabama. Il s'appelle Tommy Tuberville. Il s'est présenté au Sénat et il a gagné après avoir été l'entraîneur de l'équipe de football que tout l'Alabama adorait. Quand il s'est lancé en politique, il a prononcé un discours où il parlait de son grand-père, de son père, de leurs difficultés, et il disait qu'il était surtout fier de son père, qui avait combattu avec tant de courage pendant la Seconde Guerre mondiale contre les communistes. Et il a fallu attendre 2 jours pour que les journalistes reviennent sur cette phrase, parce que sur le moment, aucun n'a rien dit. 2 jours plus tard, donc, ils sont allés le voir et lui ont demandé « Vous vouliez dire ?» Et bien sûr, le pauvre homme a répondu « Oui, oui, il a combattu les communistes. » On a dû lui expliquer que les communistes étaient nos alliés et que les fascistes, c'était eux les ennemis. « Ah, il a dit, c'était ça. » Et aujourd'hui, M. Tuberville siège au Sénat. Il prend la parole. C'est un spécialiste des affaires militaires. C'est pareil au Parlement canadien, d'ailleurs. On y a célébré un Canadien qui avait combattu contre les Soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, il faut se demander, quels Ukrainiens combattaient les Soviétiques pendant la guerre? Lesquels? Ce sont ceux qu'on soutient aujourd'hui, ceux qui crient Slava Ukraini et qui se déguisent avec des symboles nazis. J'ai l'impression que beaucoup de gens ne se souviennent plus très bien de l'histoire, ni de qui était de quel côté. Mais juste une dernière question rapide. Voyez-vous encore un moyen de sauver le pétrodollar dans la situation actuelle, ou est-ce que c'est désormais irréversible?
Eh bien, encore une fois, je ne vais pas prédire l'avenir. Mais, comme toi et moi en avons déjà parlé à plusieurs reprises, je pense que la façon dont je comprends le contexte plus large de ce qui se passe, c'est le déclin de l'Empire américain. Et ça veut dire aussi le déclin du capitalisme américain. Une partie de cette histoire, c'est la perte d'influence du dollar. La montée en puissance de la Chine en fait partie. L'alliance des BRICS, que les Chinois ont mis tant d'efforts à construire, en fait aussi partie. L'accord américain, Kissinger, l'Arabie saoudite, qui avait mis en place le système du pétrodollar dans les années 70, fait partie de ce qui est en train de s'effondrer aujourd'hui. Donc oui, à mon avis, ce qu'on voit en ce moment, c'est simplement une accélération de ce déclin. Je pense que la guerre en Ukraine a eu cet effet, en partie parce qu'elle a révélé l'inefficacité des sanctions. Et je crois que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'une des grandes leçons des conséquences imprévues. Vous partez en guerre contre l'Iran, vous pensez que ce sera une promenade, que ça n'aura pas plus d'impact que d'aller arracher M. Maduro et sa femme de leur chambre. Vous commettez des erreurs incroyables. Et à mon avis, ce sont exactement les erreurs qu'une puissance en déclin finit par faire. Ce sont ces erreurs-là qui accélèrent encore le déclin, ce qui entraîne d'autres erreurs, et ainsi de suite. Le dollar ne joue plus le même rôle qu'avant dans les réserves mondiales. Le pourcentage le montre clairement. Les Iraniens n'acceptent plus les paiements en dollars pour le pétrole. Et je ne vois aucune raison de penser que d'autres pays ne feront pas la même chose. Je ne vois aucune stratégie aux États-Unis capable de faire face à ça, ni même proposée comme moyen d'y faire face. On entend des déclarations fières disant que le dollar reste fort. D'ailleurs, c'est vrai. Le dollar reste une part importante de l'économie mondiale. Les États-Unis aussi jouent encore un rôle majeur. Je ne dirai jamais le contraire. Je ne dis pas que l'Empire est mort. Je ne dis pas que le capitalisme américain est fini. Je dis qu'il est en déclin. Et je vois ce déclin année après année, tu vois. La promesse des 10 derniers présidents, c'était de relancer l'industrie manufacturière américaine. Tout le monde l'a promis. Aucun ne l'a fait. Et M. Trump ne le fait pas non plus. L'industrie continue de reculer. Et c'est parce qu'elle est partie ailleurs. Elle n'est pas morte. La production est simplement gérée autrement par la Chine et quelques autres pays. Eux, ils le font, et ils le font très bien. Ils développent de nouvelles technologies tous les jours, de nouveaux produits tous les jours. Ils font le travail, et ils savent très bien qui sont les leaders. Ils savent aussi qu'ils doivent maintenir leurs prix bas. Vous voyez ici aux États-Unis, on s'inquiète de l'inflation. Mais au fond, c'est quoi l'inflation? 3 ou 4%. En Chine, l'inflation, depuis plusieurs années, est restée en dessous de 1%. Vous n'en entendez jamais parler aux États-Unis. Mais pour des raisons évidentes, on n'en parle pas. Eux, ils n'ont pas ce problème. Ils produisent suffisamment de biens pour continuer indéfiniment. C'est pour ça qu'ils peuvent fabriquer des drones sans fin et des missiles sans fin. Ils ont une immense frontière avec la Russie, ce qui leur permet de tout partager avec elle. Et la Russie a la mer Caspienne, qui lui permet de partager avec l'Iran. Bien sûr, l'Iran ne va pas manquer de ressources si la Russie et la Chine l'aident, ce qu'elles font. Il faut regarder la réalité en face. Nous, non, nous ne le faisons pas. Nous avons détruit notre armée et notre marine. Rien de tout ça n'est vrai. Rien de tout ça n'a le moindre sens. Rien de tout ça ne tient compte du soutien qu'ils ont. Le Venezuela n'avait rien de tout ça. Même Cuba ne l'a pas. L'Iran, oui. Mais ici, c'est fondamentalement impossible. Et puisque les Américains, j'en suis un, sont aussi intelligents,
aussi prudents et aussi réfléchis que n'importe qui, il faut expliquer pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils éliraient un personnage comme Trump, pourquoi il serait possible pour lui de parler comme il le fait, de détruire une civilisation, de sortir et de tuer ceux qui posent des mines. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Puéril, mais désespéré. Et ça, il faut l'expliquer. But desperate. And that has to be explained. And for me, these are symptoms of a declining. Pour moi, tout ça, ce sont les signes d'un empire en déclin. Un empire dont le peuple n'a jamais, jusqu'à aujourd'hui, été prêt à imaginer que son empire puisse décliner, ni à se poser la question quelle politique étrangère adopter vis-à-vis de l'Europe, de la Chine, du Sud global. Quand on est un empire en déclin, on reste une puissance hégémonique. On aborde ces questions comme un hégémon. C'est comme si l'histoire s'était arrêtée. Comme chez Fukuyama, non? L'histoire est finie, les États-Unis sont au sommet, et ils y resteront pour toujours. Le déclin de tous les autres empires que l'humanité a connus s'arrêterait ici, et le nôtre, lui, ne déclinerait pas. Quand on met tout ça à plat, c'est tellement absurde qu'on comprend que le déni fait lui aussi partie du déclin. C'est un excellent point. On observe souvent cette tendance commune dans le déclin des empires, voire des civilisations. Le refus même d'accepter le déclin se replie dans l'illusion. Et ce n'est pas quelque chose qui nous manque non plus de ce côté-ci de l'Atlantique, en Europe. Mais on pourra aborder ce sujet une autre fois. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. My pleasure. And I would like to address particularly something that Avec plaisir. many of us here, Glenn, Et j'aimerais aborder quelque chose qui, pour beaucoup d'entre nous ici, Glenn, reste un vrai mystère. as a kind of On a l'impression d'assister à une sorte de diabolisation hystérique de la Russie, d'une manière qui franchement aurait été jugée excessive à l'époque de l'Union soviétique. Mais là, c'est juste la Russie. Qu'est-ce qui se passe au juste? J'ai besoin d'une explication. J'aimerais comprendre pourquoi tant de gens en Europe semblent si sûrs d'eux sur un sujet qui, vu d'ici, donne l'impression que vous avez complètement perdu la tête, à en juger par ce qu'on entend. Et quand on écoute Macron, Starmer, Merz ou Kallas, eh bien waouh, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose qui a dérapé. Enfin bref, merci beaucoup et j'ai hâte de notre prochaine discussion. Anyway, thank you very much, and I look forward to our next opportunity. Me too.